Bonjour et bienvenue à une autre émission de Râble en bref. Le 8 mai 2025, la version numéro 34 du colloque d'Espace Mouni s'est ouverte à l'hôtel Le Victorin de Victoriaville avec une conférence immersive intitulée « Que nous réserve 2050 ?» Animée par le Bureau du développement durable de la ville de Victoriaville, cette activité a plongé les quelques 200 participants dans un scénario futuriste où les effets du changement climatique atteignent leur point critique. Sécheresse extrême, inondations, perte de biodiversité et crise sociale. Basée sur des faits scientifiques, cette simulation visait à sensibiliser les élus, gestionnaires, intervenants municipaux et citoyens aux défis environnementaux à venir, tout en stimulant la réflexion sur le leadership nécessaire pour y faire face. Elle a servi de catalyseur pour les discussions et les ateliers qui ont suivi, centrés sur la collaboration, la participation citoyenne et la gouvernance municipale. Cette première activité a incarné le thème du colloque Ensemble nous, en illustrant l'importance de l'action collective et de l'innovation municipale pour bâtir des collectivités résilientes face aux défis futurs. Bienvenue. Alors pour chaque jeu, vous allez recevoir des points patates. Je vois que des équipes les ont déjà reçus. Et là, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'on reçoit des patates? En fait, si la résilience pouvait avoir une forme, là, ça pourrait très bien être une patate. Ouais. Imaginez, là, la patate, elle pousse partout. En altitude, dans le chaud, dans le froid, dans les sols arides. Au fil des décennies, elle a nourri des populations entières pendant les guerres, les famines, les crises. C'est quelque chose, ça. En plus, une patate, on peut la traiter de plein de façons. C'est une multitude. On peut les faire frire, les bouillir, les mettre sur le barbecue, les manger en chips, peu importe. Hey, c'est quand même... j'aimerais ça être aussi versatile, merci, c'est le terme que je cherchais. Et en plus, des patates, ça se conserve longtemps. Puis si jamais on les oublie, ça c'est fascinant. Elles se mettent à germer et ça revient à la vie. Et ça, là, c'est vraiment un message fort d'adaptation. Puis ça, c'est quelque chose qu'on devrait aussi être capable de faire face au changement climatique. Alors, les patates, on va vous en remettre aujourd'hui pour souligner toutes les idées qui vont venir nourrir l'avenir. Et ça, c'est une richesse collective que vous allez accumuler en équipe. Là, actuellement, tout le monde devrait avoir reçu le nombre de patates qu'il y a de personnes dans votre équipe. Et dernier point, nos patates, c'est aussi un bel exemple d'économie circulaire. Imaginez-vous donc que ces patates-là, oui, celle-là, elles poussent localement ici. C'est une entreprise maraîchère qui nous les a fournies. Elles sont bio, donc ça se peut qu'il y ait des formes un peu particulières, quand on ne met pas plein de produits pour qu'elles soient rondes. Elles vont servir 2 fois ce mois-ci. Elles vont aller au frigo entre-temps. Et à la fin, elles vont terminer à la sécurité alimentaire de Victoriaville. Donc, mangez-les pas, s'il vous plaît. Donc, la distribution des patates est terminée? Oui, qu'est-ce que tu en penses? Super. J'aurais peut-être juste un dernier mot à dire. En fait, il y a un élément clé à retenir pour ce scénario. C'est... Une vague de chaleur extrême frappe le sud et l'est du Québec depuis maintenant 4 jours et inquiète de plus en plus les citoyens pour qui le souvenir de la sécheresse d'il y a quelques années est encore frais à leur mémoire. Selon la santé publique, cette vague de chaleur mettrait en danger la sécurité et la santé des populations, notamment celle des jeunes enfants et des aînés. Plusieurs personnes souffrant de maladies cardiovasculaires ou respiratoires ont dû être hospitalisées. Le taux d'occupation moyen des urgences au Québec a atteint hier un niveau alarmant de 170 %, alors que la métropole affichait, quant à elle, un taux de 242 %, un chiffre atypique pour la période estivale.
Face à cette situation, les municipalités sont en alerte. Elles prolongent les heures d'accès aux piscines et insistent sur l'importance de s'hydrater pour limiter les risques. Elles lancent un appel à la solidarité entre les citoyens pour s'entraider et demandent aux organisations du territoire ayant des locaux climatisés de les mettre à la disposition de la population. Et à la météo, Noémie, on aura encore quelques journées de chaleur oppressante. Oh, il fait chaud! Je ne sais pas si les téléspectateurs ont aussi chaud que moi. En effet, nous sommes au cœur de cette vague de chaleur. Aujourd'hui, les températures ont grimpé jusqu'à 35 degrés Celsius, et ce, dans plusieurs régions à travers le Québec. Et dès demain, les prévisions météorologiques annoncent une température nocturne au-dessus de la barre des 20 degrés Celsius, et ce, on va devoir s'y faire jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et vraiment, on va devoir prendre notre mal en patience parce que cette période de chaleur intense devrait perdurer entre 10 et 12 jours avant de nous offrir un petit répit. Alors vraiment, on essaie de rester à l'intérieur à l'air climatisé, et si vous devez sortir, n'oubliez pas votre bouteille d'eau. Alors, c'est notre 34e édition. On réunit des élus, des fonctionnaires municipaux d'un peu partout au Québec pour les alimenter, les inspirer, les accompagner dans leurs décisions qui concernent la qualité de vie et la santé globale de leur population. L'activité, il y a le colloque en entier. Aujourd'hui, ce matin, il y a la conférence sur les changements climatiques, le développement durable, mais les gens auront accès à une programmation complète d'ateliers sur différents sujets qui va toucher la participation, les liens intergénérationnels, la gouvernance même des liens avec la population, nos directions générales dans nos villes. Donc, c'est vraiment de voir dans l'ensemble comment, comme communauté, on peut prendre des décisions, on peut favoriser un développement de nos communautés qui va tenir compte de la réalité des populations, mais aussi de notre environnement. Alors, on va, à travers ces 2 journées-là, traverser différents éléments. On a des prix qu'on va remettre à des gens pour souligner leur implication, leur inspiration. On leur fait vivre un scénario jusqu'en 2050, où là, ils sont vraiment mis dans le contexte où on vit des situations de changement climatique assez importants. L'animatrice nous guide à travers ces changements climatiques-là, l'évolution vers 2050. Et là, en équipe, par table, on vit les expériences, on doit faire des choix, on doit prendre des décisions pour faire en sorte que finalement, on atténue les changements climatiques et on vit un développement durable. On a développé un concept parce que le développement durable, oui, c'est les questions environnementales, mais c'est aussi les questions sociales. Donc, comment on pouvait faire le pont entre les changements climatiques et les besoins de la population sur leur qualité de vie, leur impact sur la santé. C'est comme ça qu'on a construit une activité interactive pour faire vivre vraiment une expérience à nos participantes, à nos participants, pour qu'ils puissent repartir dans leur milieu avec des idées concrètes, des inspirations, mais aussi des décisions à prendre, de voir le processus qui doit être mis en place dans leur milieu. L'activité d'aujourd'hui on peut dire c'est un volet d'Espace Muni. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est l'Espace Muni? Oui, avec plaisir. Espace Muni, c'est un organisme qui a plus de 35 ans d'existence, qui vise vraiment à accompagner le milieu municipal à travers tout le Québec sur toutes les questions sociales, de santé, de qualité de vie. Et on va, par exemple, soutenir les familles avec des programmes comme la politique familiale municipale, nos aînés avec MADA, Municipalité Amie des aînés, les enfants aussi, la place des jeunes qui sont nos citoyens d'aujourd'hui et de demain, comment on peut faire en sorte qu'ils ont un droit de parole, ils peuvent participer pleinement à la vie démocratique et sociale de leur communauté. De participation citoyenne, c'est aussi une réalité dans les municipalités, comment on travaille avec nos citoyens, donc comment les municipalités peuvent finalement mettre en place des projets, prendre des décisions qui vont aussi impliquer le citoyen. C'est tout ça, Espace Muni. En effet, cette année, bienvenue en 2030, les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et intenses incitent le gouvernement provincial à donner une directive visant à réduire les îlots de chaleur sur nos territoires. D'ici 2035, toutes les municipalités du Québec, sans exception, devront déminéraliser 30% de leur surface pavée publique sur leur territoire et les reverdir en plantant des arbres à grand déploiement. 30%, c'est énorme, mais c'est une directive, c'est pas une option, c'est une question de santé publique. Bon, juste pour
clarifier, déminéraliser, c'est quoi? On enlève les surfaces minérales qui retiennent la chaleur, béton, asphalte. Cette nouvelle directive soulève beaucoup de questions. Comment les citoyens et les commerçants vont-ils réagir à cette nouvelle, sachant que des cases de stationnement vont forcément disparaître? Étant en plein cœur d'une vague de chaleur, en moment de crise, est-ce que c'est le bon moment pour faire cette annonce, cette demande aux municipalités? Finalement, est-ce que le lien entre la déminéralisation, l'augmentation de la canopée, soit la couverture des arbres sur le territoire, et la réduction des îlots de chaleur est clair pour les citoyens? Intéressant. Hey, chaque équipe, là, vous êtes un conseil municipal d'une ville, à quelque part. Vous aurez peut-être à trouver une autre ville, d'ailleurs. Cette directive-là, Francis l'a mentionné, est obligatoire, vous n'avez pas le choix. Puis justement, hier soir, en séance extraordinaire publique chez vous, vous avez dévoilé les endroits qui seraient déminéralisés. 30 % de votre territoire. Hein? La population a beaucoup réagi. Puis ça a attiré l'attention des médias nationaux. D'ailleurs, il y a une journaliste de l'Essentiel qui est en route. Elle s'en vient vous interviewer en tant que maire ou mairesse de votre municipalité. Et vous aurez 1 minute d'entrevue pour expliquer vos choix. Pas nécessairement les endroits que vous avez choisis, mais pourquoi vous avez choisi ceux-là. Ça va être le temps de passer vos messages clés. Et cette entrevue-là, elle va passer au téléjournal ce soir. Donc, premier élément à faire, ça va être de déterminer entre vous, en fait, vous devez faire des élections rapides pour élire un maire ou une mairesse à votre table, hein, qui sera le porte-parole et qui va aller faire l'entrevue, si votre table est pichée, bien entendu. Alors, vous allez avoir 8 minutes. Attendez avant de partir la campagne électorale, là. Vous allez avoir 8 minutes pour préparer votre entrevue. Vous avez le matériel nécessaire dans la page 2030. Attention, à vous de jouer! Je travaille dans l'équipe du Bureau de développement durable de la ville de Victoriaville. Puis évidemment, une des préoccupations qu'on a, comme beaucoup des personnes, c'est comment allons-nous faire face au changement climatique et comment faire pour sensibiliser les gens et faire en sorte que les municipalités soient prêtes à réagir. Donc, on est parti de cette prémisse de base-là, de cette question, et on s'est dit, OK, on va faire un atelier en se projetant jusqu'en 2050 et ensemble, on va traverser des moments plus difficiles, ce qu'on a appelé nos événements perturbateurs. Et on s'est dit, on veut que ce soit à la fois sérieux, crédible, donc l'ensemble des scénarios qu'on propose aux participants sont basés sur des données scientifiques, mais on voulait s'amuser aussi. Donc, le côté ludique, dès le départ, a été vraiment partie prenante de cette réflexion. Quel a été le rôle, justement, de la pomme de terre? Oui, la fameuse pomme de terre qui fait sourire bien des personnes. On voulait attribuer des points pour faire en sorte que les gens s'impliquent dans chacun des jeux qu'on leur proposait. Puis on a dit, pourquoi pas la patate? La patate est en quelque sorte un symbole de résilience dans le contexte des changements climatiques à travers les époques. Hein. La patate a nourri des populations en famine. C'est aussi une pomme de terre qui représente la capacité de changer. On sait que la patate va germer si on l'oublie au fond du placard. Et cela dit, bien, les changements climatiques, c'est aussi une sorte de patate chaude, que tout le monde se relance. Et enfin, on se disait, on veut qu'après l'atelier, parce qu'ici, on a le privilège d'avoir des gens qui nous viennent de partout au Québec, quand les gens vont retourner dans leur municipalité respective, on voulait qu'ils sèment quelque chose dans leur collectivité pour faire germer de la résilience. Donc, pour chacun des jeux, en fonction des réactions, des choix que les équipes faisaient, on leur attribuait des vraies patates. Et ces patates-là, bien, on va les récupérer à la toute fin, on va les remettre à la sécurité alimentaire de Victoriaville.
est-ce que, après l'activité, vous pensez que vous avez accompli l'objectif de l'activité réellement pour, après peut-être, de connaître les décisions des citoyens? Pour retourner à l'image de semer quelque chose, je pense que c'est pas demain qu'on va récolter toutes les solutions. Mais à la fin de l'atelier, on faisait ce qu'on appelle un nuage de mots. On invitait les participants à écrire quelques mots pour dire qu'est-ce qu'ils avaient retenu puis ce qu'ils avaient envie de poser comme geste, comme action concrète de retour chez eux. Et les mots qui sont apparus à l'écran me font répondre oui. On a vu solidarité, espoir, vivre ensemble, action. Je pense que collectivement, on a envie de bouger, on a envie d'être créatif puis de faire face au changement climatique. Donc, nous, ce qu'on voulait tout simplement, c'était susciter des échanges, puis faire en sorte que dans un contexte de jeu, les gens commencent à réfléchir parce que quand on se retrouve au milieu d'une crise, c'est beaucoup plus difficile de prendre des décisions qui sont éclairées. Alors, on voulait faire ce travail-là en amont, puis je pense que pour ce volet-là, c'est mission accomplie. Jessica, quelle importance a ce genre d'activité? Pas justement pour les élus, mais plus pour les citoyens, pour la population. Oui, je pense qu'on peut avoir une réflexion collective, mais aussi individuelle. Je pense que c'est nécessaire de bouger aujourd'hui pour avoir un avenir qui va être plus doux et plus à l'image de ce qu'on souhaite avoir pour nous, mais aussi pour les générations futures. Une nouvelle de dernière minute vient tout juste de tomber. Les pluies verglaçantes qui sévissent dans le nord du Québec pourraient occasionner, au cours des prochaines heures, voire des prochaines minutes, une rupture d'approvisionnement en électricité pour l'ensemble du territoire. Les autorités se veulent rassurantes, mais demandent à la population de se tenir prête. En effet, le réchauffement hivernal moyen a entraîné un déplacement vers le nord des épisodes de pluies verglaçantes. En janvier, le Québec a enregistré 135 mm de verglas sur une période de 8 jours, une quantité 35% supérieure à celle de la crise du verglas de 1998 qui avait duré 5 jours. Rappelons que le Québec fait face à une crise énergétique sans précédent. Au cours des 10 dernières années, la demande en électricité a connu une croissance s'expliquant en grande partie par l'implantation de nombreuses industries dans le domaine de stockage de données, de la crypto-monnaie et de l'intelligence artificielle. Par ailleurs, les épisodes répétés de sécheresse et de chaleur extrême ont réduit la capacité de production hydroélectrique. Les infrastructures critiques sont sous tension. Certains hôpitaux, comme par exemple Merci, Nathalie. On peut-tu vérifier si ça s'est rendu jusqu'ici, si on peut rétablir ça? Merci. Bienvenue en 2035. Il fait jusqu'à 3 degrés de plus qu'en 2004. Votre ville subit les contre-coups de cette panne généralisée, tout comme la nôtre. Arrêt de services municipaux, interruption de production pour plusieurs PME, et hausse marquée de la précarité énergétique chez plusieurs citoyens et citoyennes. L'accès à Internet et aux différents modes de télécommunication est difficile, est inconsistant, dû à des pannes de serveurs et des centres de données. Les infrastructures critiques sont sous tension. Certains hôpitaux, centres de santé ne disposent que de 24 à 48 heures d'autonomie. Les populations vulnérables, particulièrement les aînés, ainsi que les personnes dépendantes aux dispositifs médicaux, sont fortement touchés. Les écosystèmes sont fragilisés. On observe une mortalité accrue au nord des espèces sensibles au gel prolongé. Célia, comment as-tu trouvé l'activité d'aujourd'hui? C'était une activité complètement édifiante, c'était vraiment très intéressant. Thématique vraiment anxiogène au départ, plutôt anxiogène. On tombe donc dans la transition écologique et toute l'anxiété qui vient autour. En même temps, on comprend au fil de l'atelier que les municipalités ont des solutions, les citoyens ont des solutions aussi et que la collaboration, la concertation et la solidarité vont faire la différence dans cette question de la transition écologique. Est-ce que la dynamique de cette activité t'a étonné, peut-être pour voir que si on ne prend pas de bonnes décisions, l'avenir peut être catastrophique? Mais ce qu'on comprend à travers l'atelier, c'est que si on ne prend pas de décision, si on demeure dans le statu quo, il n'y a rien qui se fera. Il n'y a peut-être pas de solution parfaite. En même temps, encore une fois, les municipalités ont des solutions et peuvent mettre les citoyens à contribution pour incarner les solutions.
Il y a beaucoup d'éléments parce que c'est vraiment très large comme dossier, comme enjeu. Donc, il faut le prendre vraiment de différentes façons. Il faut impliquer le secteur économique. Il faut travailler avec nos organismes communautaires. On parlait dans l'atelier des banques alimentaires. Comment, ensemble, les villes, les banques alimentaires, les organismes communautaires, les entreprises vont travailler ensemble pour justement atténuer ou faire en sorte que, finalement, on se rende en 2050 puis qu'on a encore une qualité de vie dans nos municipalités. Et j'imagine qu'aujourd'hui, vous allez ramasser des informations très importantes, justement sur les réflexions qu'il faut faire. Bon, qu'est-ce qui va se passer après ces événements avec les résultats que vous allez obtenir? Bien, l'idée, c'est de sensibiliser plusieurs acteurs au rôle d'abord des municipalités, mais aussi de sensibiliser, je pense que nos gouvernements ont un rôle à jouer aussi, comment ensemble on a besoin d'être soutenus. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi au Québec, il y a des grandes villes, il y a des petites villes qui n'ont pas les mêmes moyens pour réagir à des situations d'envergure. Donc, comment on peut équitablement agir, se soutenir aussi en différents territoires pour faire en sorte que, finalement, on est toujours vivant comme individu, mais les communautés aussi. Comment on soutient tant l'environnement, la santé mentale, la santé physique, mais notre environnement aussi pour le protéger. Autre dossier maintenant, la diminution de la production agricole a un impact sur la population à un tel point que les demandes explosent dans les banques alimentaires du Québec. La situation est d'autant plus préoccupante que la plupart des organismes interrogés par l'Essentiel affirment manquer de denrées. Plusieurs facteurs liés au changement climatique pourraient expliquer cette difficulté d'approvisionnement alimentaire. L'accroissement de la population aurait entraîné au cours des dernières années une demande grandissante en nourriture, nécessitant une augmentation de la production agricole locale alors que le rendement n'est pas au rendez-vous en raison des sécheresses, des vagues de chaleur et des inondations de plus en plus fréquentes. Le déclin des pollinisateurs essentiels à la culture de nombreux fruits, légumes et céréales aggraverait également la baisse du rendement agricole. Et enfin, les conflits géopolitiques dans plusieurs pays compliqueraient l'approvisionnement alimentaire. Résultat, les prix des denrées alimentaires augmentent et les files s'allongent devant les locaux des banques alimentaires de partout au Québec. Bien, tout d'abord, c'était juste un gros wow, là. Donc, d'être vraiment en immersion, de participer, c'était visuel. J'ai vraiment adoré cet atelier-là. Ça nous amène, je trouve, de façon très positive les enjeux qui sont devant nous, qu'on vit présentement. Déjà, de se mettre en action, réfléchir à des volets stratégiques pour être en meilleure harmonie avec la communauté puis les défis qui nous attendent. De quelle façon les réflexions d'aujourd'hui, oui, l'activité en général, va aider à planifier des prochaines activités, des prochains plans à Plessisville? Bien, je pense qu'en fait que déjà, on avait une grande sensibilité sur ce qui se vit présentement à la ville. Donc, on est bien positionné maintenant. Puis j'avais une réflexion avec la directrice générale un peu plus tôt, peut-être de voir à être encore plus en action avec nos futurs projets. J'ai bien aimé la proposition de la ville de Victoriaville avec leur fameuse grille d'objectifs. Donc, peut-être avoir à être encore plus actif puis de s'assurer que l'ensemble des futurs projets, des futures installations, puisqu'on sera en développement à la ville, soit toujours en harmonie avec le développement durable pour justement éviter d'autres situations là, comme on a pu vivre ce matin. Est-ce que pensez-vous qu'après l'activité, il y a une importance plus grande sur les décisions que les citoyens doivent prendre quotidiennement? Ah, assurément. Puis le rôle du conseiller, des maires, donc les conseils municipaux sont de plus en plus importants. Un, c'est d'être à l'écoute, mais surtout de jouer un rôle de leader, d'amener cette réflexion-là au niveau des populations, puis de les sensibiliser correctement, positivement, puis justement d'amener ce tissu social-là à un bon niveau pour être vraiment ensemble, unis pour oui, des défis, mais surtout sentir là, qu'une communauté sont derrière nous, donc éviter l'individualité. On est chanceux à Plessisville, on a vraiment une belle communauté unie, là, c'est ce qui fait notre distinction, donc miser sur cette force-là chez nous, ça sera important. Sandy, ça fait combien de temps que vous avez planifié cette activité ou cet événement de 2 journées? Ça fait au moins 1 an qu'on travaille là-dessus.
peut-être même un peu plus, parce que la planification des activités, réserver les intervenants, ces choses-là, ça prend un bon moment. Après ça, de développer toute la programmation, de développer le partenariat avec la ville hôtesse qu'on choisit, de développer... tout se fait en co-construction ensemble pour voir quelle information on veut remettre à nos participants. Et comment a été justement la sélection de personnes qui ont été invitées à cet événement? Et est-ce que les gens devaient s'inscrire? Oui, les gens devaient s'inscrire. C'est une campagne de publicité qui a été faite par envoi massif et à travers les médias sociaux. Nos participants, c'est principalement des élus de partout au Québec. Il y a aussi des dirigeants de sections de municipalités, puis il y a quelques organismes, bien sûr. Combien de gens, plus ou moins, il y a aujourd'hui et il va y avoir dans les 12 journées de cette activité? On est 205 personnes. 205? Oui. Et combien d'employés avez-vous engagés pour les colloques en général, ou est-ce qu'il y a des bénévoles aussi? Pour l'événement, de par l'organisation qui est Espace Muni, qui est nous, on est 30 personnes. Après ça, pour les activités comme l'activité de ce matin que nous réserve 2050, qui est en plénière, celle-là, Victoriaville ont apporté leur monde à eux. Fait qu'eux autres, en plus, sont à peu près 25 personnes.